8h37, voici la revue de presse d'Alice Darfeuille. Bonjour Alice. Bonjour François, bonjour à tous. À la une ce matin, les confidences d'un champion. J'ai encore du mal à réaliser quand je me lève le matin. Oui, il y a un point en moins et un bonheur en plus. Pour la première fois, le capitaine des champions du monde, Hugo Lloris, revient longuement sur le sacre de l'équipe de France à Moscou. Son visage apparaît sur 4 photos à la une du quotidien sportif, 4 expressions différentes. Sur 3 d'entre elles, il sourit. Sur la dernière, le gardien de but apparaît tout d'un coup beaucoup plus sérieux, plus profond. Résumé parfait de l'état d'esprit de ce sportif désormais champion, mais un champion qui souhaite rester exigeant. Très vite, Hugo Lloris revient sur les premières minutes juste après le coup de sifflet final. Cela a été assez intense. Le film de ta vie défile, tu oublies le match très vite, tu penses aux personnes importantes de ta vie qui t'ont aidé à arriver là. Il raconte qu'il regarde alors vers les tribunes où se trouve toute sa famille et notamment sa grand-mère. Ma grand-mère, c'était symbolique. C'est elle qui me lavait mes gants, mes chaussures quand je rentrais ça à la pas d'heure. C'est elle qui restait à l'entraînement avec mon grand-père pour me ramener après. Et puis il y a aussi cette anecdote juste après la finale. Quand je rentre au vestiaire, on m'intercepte avec N'Golo Kanté pour le contrôle antidopage. Ce n'est pas forcément ce dont on a envie à ce moment-là, mais bon, on est resté 45 minutes. Alors du coup, on a raté la visite du président de la République et beaucoup de choses. Hugo Lloris se confie aussi sur l'après-mondial et comment il a fallu redescendre de son petit nuage. Tenter de redescendre après une telle euphorie compliquée. En rentrant, j'étais épuisée. Le jeudi qui a suivi la finale et la réception à Nice, j'étais au fond du lit complètement cuit sur le plan émotionnel et physique. Alors si les joueurs ont dû très vite, trop vite peut-être selon Lloris, se séparer après le mondial pour retrouver leurs proches et leur club, ils se sont visiblement donné très régulièrement des nouvelles grâce à leur groupe WhatsApp. Et quand on y pense, conclut Hugo Lloris, on se dit que c'était vraiment un truc de dingue. Très chouette entretien réalisé par Vincent Duluc avec ce grand champion. La presse revient beaucoup, Alice, ce matin sur le drame de Trappes où un homme, on en a parlé dans les journaux, a tué sa mère et sa sœur hier à coups de couteau. Et ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est l'angle choisi par le journal Libération qui revient sur la revendication de cet acte par l'État islamique. Serait-elle du simple opportunisme ? C'est possible, c'est même de plus en plus courant, explique dans ce papier le chercheur Romain Caillé. Il raconte par exemple comment en 2017, l'État islamique a revendiqué une fusillade à Manille alors qu'aucun lien n'a été établi entre l'auteur et l'organisation. L'État islamique est affaibli sur le terrain et ça se voit dans sa communication. Pour moi, c'est clair qu'il cherche des infos sur Google pour crédibiliser une revendication, analyse Romain Caillé, pour qui le tournant remonte en fait à mai 2017 avec la mort du fondateur de l'AMAC, c'est l'agence de presse de l'État islamique. Il avait, dit-il, des exigences que ses successeurs n'ont pas. En ce qui concerne Trappes, pour l'instant, on le rappelle, le gouvernement n'a confié aucune enquête au parquet antiterroriste. L'exécutif qui, dans les prochaines heures, va devoir plancher sur les derniers arbitrages pour le budget 2019, il est à la recherche d'économies. Et elle pourrait venir de certaines prestations sociales. Ces prestations sociales pour lesquelles on dépense un pognon de dingue alors que les gens pauvres restent pauvres. C'est ce qu'avait déclaré à ce sujet Emmanuel Macron. Les Échos nous racontent que les arbitrages sont imminents. Ils sont attendus ce week-end et pourraient être annoncés dans la foulée. Alors quelles sont les pistes ? Une en particulier est sérieusement étudiée. Le gouvernement est tenté de geler le RSA. En effet, écrit le journal, il fonde sa doctrine sociale sur le travail. Bercy considère donc qu'il faut profiter du vent porteur de la reprise économique pour faire des économies sur ces prestations. À ce sujet, on apprend aussi ce matin qu'une ministre s'oppose à ce gel et visiblement elle l'a déjà fait savoir. Selon l'Express, en juillet dernier, dans un courrier, Agnès Buzyn, ministre de la Santé qui était sur tous les fronts, a clairement exprimé son désaccord, jugeant le gain de cette mesure de toute façon trop modeste. Il s'appelle Macao, il est l'ex-chouchou du palais. Du palais de l'Élysée, puisque c'est aux côtés du président de la République qu'il travaillait. Macao a fait partie des hommes qui, pendant la campagne présidentielle, ont assuré la sécurité d'Emmanuel Macron. Quand on le voit, on comprend pourquoi. Vous voyez Benalla ? Eh bien, il fait une tête de plus, mensuration 2,13 m pour 145 kg. Ça rend un peu plus serein quand on est un candidat en campagne. Paul Larouturu, dans le dernier numéro du magazine Society, nous raconte l'histoire singulière de Macao, celle d'un mec qui commence videur pour les boîtes de nuit parisiennes et vu sa corpulence, très vite, il ne passe plus inaperçu. Il croise alors la route d'un certain Alexandre Benalla. Ce dernier est en train de monter une équipe pour assurer la protection du candidat Macron. Macao
en est et devient très vite incontournable dans le quotidien du futur couple présidentiel. Brigitte lui envoie des SMS, Macao suit Macron pendant toute la campagne. Il parle notamment de se souvenir de ce déplacement à Amiens pendant l'entre-deux tours, vous savez, devant l'usine Whirlpool, où le futur président improvise ce déplacement. Un militant CGT m'a regardé d'un air bizarre, il a dit Macron a amené ses gorilles et il a tapé de toutes ses forces avec son poing sur mon torse. Je l'ai juste regardé et je lui ai dit t'es sérieux ou quoi? Au fil du temps, le garde du corps entre même dans l'intimité du nouveau couple présidentiel. Il raconte « Je n'étais plus considéré comme un employé de maison, mais comme l'enfant de la maison. » Seulement, comme avec Benalla, la lune de miel ne dure pas. Août 2017, Macao décide subitement de faire de la télé-réalité. Brigitte et Emmanuel donnent leur accord. Il participe alors à des émissions et devient peu à peu célèbre. Les gens commencent à se retourner dans la rue, comme ce 7 juin 2018. Macao se balade à Saint-Denis et croise un jeune homme souriant avec une jeune fille qui l'accoste et l'invite à venir déguster un couscous et à jouer à la console. Il y va. Cet homme, c'est Jawad. Vous savez, celui que l'on surnomme le logeur de Daesh? Eh bien si. Incroyable. Macao affirme qu'il ne l'a pas reconnu. Leur complicité est immortalisée par Jawad dans une vidéo postée sur Internet. C'est trop tard. Après, l'affaire Benalla a éclaté et aujourd'hui, Macao, lui, voudrait faire du cinéma. Faut pas qu'il se fasse des films quand même. Non. 8h43, merci beaucoup, c'était la revue de presse d'Alice Darfeuille. Merci pour ces quelques semaines passées sur Europe 1. Europe 1.